Mon père a annulé l'anniversaire de ma fille par SMS, prétextant manquer d'argent. Mais à Noël, j'ai vu leurs photos pleines de cadeaux pour les enfants de mon frère. Face à la tristesse de ma fille, encore oubliée, j'ai pris les choses en main. Résultat, à 8h30, ma mère frappait à ma porte en hurlant. Je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans, et je me tenais dans ma cuisine à Paris, les mains couvertes de glaçage pour gâteau. Il était 22h, la veille de la fête du 6e anniversaire de ma fille, Léa. L'appartement sentait la vanille et le sucre. Des ballons roses flottaient déjà près du plafond. Ces cadeaux étaient emballés et cachés dans le placard de ma chambre parce qu'elle n'arrêtait pas d'essayer de s'y faufiler pour jeter un coup d'œil. Les petites décorations de princesse étaient collées autour de la table à manger, et j'avais passé toute la soirée à m'assurer que tout soit parfait. J'étais épuisée, mais heureuse, de cette fatigue que seule une mère peut comprendre, celle qui vient du fait de créer de la magie pour son enfant. J'ai regardé mon téléphone avec un petit sourire, car j'attendais un message de mon père pour savoir à quelle heure ma mère et lui arriveraient le lendemain. Au lieu de cela, j'ai reçu un SMS de mon père, François. Il disait « On saute l'anniversaire de ta petite. Les finances sont serrées. » Je suis resté là, planté à fixer l'écran. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté mon téléphone à travers la pièce. J'ai juste fixé ces mots jusqu'à ce que le rétroéclairage s'éteigne et que la cuisine soit plongée dans le noir. Les finances sont serrées. Cette phrase m'avait poursuivi pendant des années. C'était la réplique préférée de mon père à chaque fois qu'il avait besoin d'argent. C'était la phrase magique qui déverrouillait mon compte bancaire à tous les coups. Debout dans ma petite cuisine en longueur, respirant l'odeur du glaçage à la vanille et écoutant le bourdonnement du vieux réfrigérateur, j'ai fini par faire le calcul. J'appelle ça le registre. Non pas parce que je l'avais écrit quelque part, mais parce que chaque chiffre était déjà gravé dans ma mémoire comme une encre rouge que je ne pourrais jamais effacer. Je vis dans un petit appartement de 3 pièces dans un quartier populaire de la banlieue parisienne. De ma fenêtre, je vois un mur de briques et un vieil escalier de secours rouillé. Je conduis une vieille berline qui a 6 ans et qui se met à trembler dès que j'atteins les 60 km/h. J'utilise constamment des bons de réduction. Je prépare mon propre déjeuner tous les jours. Je fais l'impasse sur les vacances. Je me prive de petits luxes. Je me dis non aussi souvent que c'est devenu automatique, parce que mes parents m'ont élevé avec une seule règle, nous faisons tous des sacrifices pour le bien de la famille. Mais curieusement, cette règle ne s'appliquait qu'à moi. Mes parents, François et Brigitte, vivent dans une magnifique maison bourgeoise de 5 pièces à Neuilly-sur-Seine, l'une des banlieues les plus riches de la région parisienne. Une pelouse parfaite, un garage pour 2 voitures, une carte de membre au club de golf. Des décorations de fin d'année qui semblent tout droit sorties d'un magazine. Un style de vie qu'ils ne pouvaient absolument pas se permettre seuls. Et depuis 3 ans, j'étais la raison pour laquelle ils pouvaient le conserver. Le premier jour de chaque mois, je transférais exactement 2500 € sur leur compte joint. Cela couvrait leur prêt immobilier. Cela aidait à payer les factures médicales. Cela payait toutes les urgences imprévues. Ça fait 30 000 € par an. En 3 ans, je leur avais donné près de 90 000 €. 90 000 € engloutis dans une maison qui n'était pas la mienne. Dans un confort qui n'était pas le mien. Pour des gens qui venaient de me dire qu'ils n'avaient pas les moyens d'offrir un simple cadeau d'anniversaire à ma fille. Pourquoi avais-je accepté cela un jour? Pourquoi m'étais-je laissé galérer pendant qu'ils vivaient dans le luxe? Au début, j'appelais ça de la générosité. Mais ce n'était pas de la générosité. C'était une obligation. Une taxe que je payais pour avoir le sentiment d'être à ma place. Les gens comme moi tombent dans un piège très spécifique. Nous devenons l'enfant utile, pas l'enfant préféré. Ce rôle a toujours été réservé à mon frère, Marc. Il était l'enfant roi. Il recevait de l'amour par sa simple existence. Moi, je n'obtenais d'approbation que lorsque je réglais des problèmes, résolvais des urgences ou signais des chèques. J'ai appris très tôt que ma valeur dans la famille dépendait entièrement de ce que je pouvais fournir. Si je n'étais pas utile, je devenais invisible. Je croyais que si je donnais assez, si je me sacrifiais assez, si j'aimais assez, ils finiraient par m'aimer en retour. Je pensais que mon utilité était la seule chose qui les empêchait de m'abandonner complètement. Alors, j'ai continué à payer. Le mois dernier,
j'ai envoyé 1300 € à Marc parce qu'il prétendait avoir besoin de réparations automobiles urgentes. Quand maman a eu besoin de voir des spécialistes que la mutuelle ne couvrait pas, j'ai payé immédiatement. J'ai mangé des nouilles instantanées bon marché pour le dîner. J'ai annulé mon abonnement à la salle de sport. Je me suis refusé les conforts de base pour que mon frère puisse continuer à conduire son SUV de location hors de prix et que papa puisse continuer à jouer au golf. Et d'une certaine manière, je m'étais convaincu que c'était normal. Mais quand j'ai lu ce SMS, on saute la fête, quelque chose s'est brisé en moi. Le registre était complet. J'ai enfin compris quelque chose de douloureux. Je n'achetais pas de l'amour. Je finançais l'indifférence. Ils ne me traitaient pas comme leur fille. Ils me traitaient comme une ressource, comme une facture d'eau, comme l'électricité. Personne ne remercie l'interrupteur de s'allumer. On ne le remarque que lorsqu'il cesse de fonctionner. Et j'avais décidé que je ne serais plus leur interrupteur. Je suis resté là, dans le silence de mon petit appartement sans dette, et j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais passé toute ma vie d'adulte à construire un filet de sécurité financier pour des gens qui m'auraient joyeusement regardé tomber. J'avais passé des années à protéger des gens qui ne me protégeraient jamais. Mais maintenant, j'allais couper ce filet de sécurité et je ferais en sorte de les laisser tomber. J'ai marché vers mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé d'une lueur bleue dans le salon sombre. Je ne l'ai pas ouvert violemment. Je n'ai pas tapé de message plein de colère et d'émotion. Je l'ai ouvert calmement, comme si je vérifiais la météo du lendemain. Mes mains ne tremblaient pas. La rage avait changé de nature. Ce n'était plus du feu. C'était de la glace. Froid, clair. Définitif. Je me suis connecté à mon compte bancaire. Il était là. Le virement programmé pour le 1er janvier. Soutien parental. 2500 €. J'ai déplacé la souris sur l'icône de suppression. Et pendant une seconde, toutes les leçons qu'ils m'avaient apprises ont hurlé dans ma tête. Ils en ont besoin. Ils vont perdre leur maison. Tu es une fille horrible. Comment peux-tu faire ça? Mais ensuite, j'ai regardé mon téléphone. C'était déjà le matin de Noël. Il se réveillait à Neuilly-sur-Seine, entouré de confort, de cadeaux et de célébrations. Et moi, j'étais assise seule dans mon appartement, repassant en boucle la voix de ma fille disant « Ils m'ont encore oublié ». J'ai cliqué sur annuler, puis sur confirmer. Et juste comme ça, le paiement a disparu. Envolé. J'ai fixé l'écran vide. Je m'attendais à paniquer. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité. Au lieu de cela, j'ai ressenti un soulagement. Un vrai soulagement. Comme si je respirais enfin après être resté sous l'eau trop longtemps. Ensuite, j'ai ouvert le compte de leasing du SUV de luxe de mon père. 2 ans plus tôt, papa m'avait dit qu'il avait désespérément besoin d'un véhicule fiable pour tous ses rendez-vous médicaux. Son dossier de crédit était détruit. Le mien était parfait, alors je m'étais porté garante parce que c'est ce que font les bonnes filles. J'ai trouvé la section de résiliation anticipée. Il y aurait des pénalités, des frais, des conséquences. Je m'en fichais. Je voyais ça comme une indemnité de licenciement. J'ai soumis la demande de restitution volontaire. Motif de l'annulation, restructuration financière. J'ai presque ri en le tapant parce que, pour la première fois de ma vie, je restructurais enfin mon existence pour me protéger, au lieu de secourir des gens qui ne me secouraient jamais. Puis j'ai fermé l'ordinateur. Et le silence dans cet appartement m'a paru lourd, mais pur. Les conséquences ne se sont pas fait sentir immédiatement. Ça a pris environ 48 heures. J'étais assise au travail, en train de vérifier des manifestes d'expédition, quand mon téléphone s'est mis à vibrer si fort qu'il a failli tomber de mon bureau. Maman, maman, papa, maman, Marc. 12 appels manqués en 3 minutes. J'ai fixé l'écran et, pour la première fois, je ne me suis pas précipité pour tout arranger. J'ai retourné le téléphone face contre table. À la pause déjeuner, j'ai consulté la messagerie vocale. C'était ma mère. Elle ne pleurait pas. Elle hurlait. Sophie, qu'as-tu fait? La banque vient d'appeler. Ils ont dit que le virement pour le prêt immobilier a été rejeté. Nous sommes plantés au guichet en ayant l'air d'idiots. Règle ça tout de suite. Tu m'entends?
Tu nous humilies. Pas de « ça va ?» Pas de « il s'est passé quelque chose ?» Pas de « as-tu perdu ton travail ?» ou « es-tu en difficulté ?» Non. Juste de la gêne, juste des désagréments, juste de l'argent. J'ai supprimé le message vocal et, curieusement, je me suis senti calme. Pas insensible, pas cruel, juste lucide. Comme une scientifique observant une expérience et obtenant enfin les résultats qu'elle attendait. Puis Marc m'a envoyé un texto, « Maman pète les plombs. Papa dit que tu leur as coupé les vivres. » Sérieusement, tout ça à cause d'une fête d'anniversaire ratée? Arrête d'être puéril. Tu sais qu'ils dépendent de cet argent. Ne gâche pas l'ambiance familiale juste parce que tu es jalouse. Jalouse? J'ai fixé ce mot. Il était laid et ridicule. Je n'étais pas jalouse. J'étais épuisé. Épuisé d'être traité comme un distributeur automatique avec des sentiments. Épuisé de n'être aimé que lorsque mon portefeuille était ouvert. Épuisé de faire semblant que le vol était de la loyauté familiale. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert un nouveau tableau Excel. J'ai commencé à lister chaque compte encore lié à moi. Les factures d'énergie, les abonnements de streaming, les polices d'assurance. Chaque fil invisible relié à leur confort. Un par un, j'ai commencé à tous les couper. Silencieusement. Systématiquement. Pas de cris, pas de discours dramatiques, pas de guerre familiale. Ils voulaient du bruit. Ils voulaient des larmes. Ils voulaient une dispute qu'ils pourraient retourner contre moi. Mais je ne leur ai pas donné de bruit. Je leur ai donné du silence. Et le silence, ai-je appris, est parfois la chose la plus coûteuse qu'une personne puisse offrir. Pendant 3 jours, je les ai complètement ignorés. Pas d'appel, pas de réponse, pas d'argent, pas un seul centime. Mais dans le silence de mon salon, la culpabilité a commencé à refaire surface. Elle est venue discrètement, comme un courant d'air froid se glissant sous une porte verrouillée. Si vous n'avez jamais vécu une dynamique familiale toxique, il est difficile d'expliquer ce genre de culpabilité. Ce n'est pas une culpabilité normale. Ça ressemble à une douleur fantôme, comme une blessure qui continue de faire mal longtemps après que la plaie aurait dû cicatriser. J'ai ressenti cette douleur dans ma poitrine, cette envie soudaine de tout réparer. Le besoin de m'excuser même si je n'avais rien fait de mal. Je n'arrêtais pas de me dire que j'avais peut-être été trop dur. Peut-être devrais-je payer le prêt immobilier un dernier mois pour maintenir la paix. Peut-être devrais-je ravaler ma fierté pour que Léa ne perde pas complètement ses grands-parents. Peut-être que je réagissais de manière excessive. Peut-être que c'était moi l'égoïste. Je me tenais dans la cuisine, mon téléphone à la main, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Je pensais sérieusement à débloquer ma mère, Brigitte. C'est ça qui est cruel avec le conditionnement émotionnel. Même après des années à être utilisé, une partie de vous se sent encore coupable de dire enfin non. Je détestais le fait d'hésiter. Après tout ça, une partie de moi voulait encore leur approbation. J'ai pris une grande inspiration et j'ai marché vers le salon. C'est là que j'ai vu Léa. Elle était assise par terre près de la fenêtre. Elle ne jouait pas avec ses poupées. Elle ne coloriait pas. Elle tenait mon vieil iPad, celui que je n'utilisais que pour les recettes de cuisine. J'avais dû oublier de me déconnecter de Facebook. L'application était toujours ouverte. Elle fixait l'écran avec tellement d'intensité qu'elle ne m'a même pas remarqué au début. La lumière bleue de la tablette éclairait son petit visage. Et ce que j'ai vu sur ce visage, ce n'était pas de la tristesse. C'était de la confusion. Une confusion profonde et douloureuse. Le genre de confusion qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais porter. Je me suis approché lentement et j'ai baissé les yeux. C'était la photo de Noël. Mes parents souriant radieusement dans le salon de Marc. D'énormes piles de cadeaux coûteux entassés autour du sapin. Ma mère serrant dans ses bras les 2 garçons de Marc. Mon père se tenant là, souriant comme si tout dans le monde était parfait. Famille parfaite. Petits-enfants parfaits. Mensonge parfait. Léa, ai-je chuchoté doucement. Elle a sursauté et m'a regardé, gênée. Pardon, maman, a-t-elle dit rapidement. Je voulais juste regarder. Mon cœur s'est brisé à cet instant. C'est bon, mon bébé, lui ai-je dit. Je me suis assise à côté d'elle.
Une partie de moi voulait lui enlever l'iPad et cacher la photo pour toujours, mais il était déjà trop tard. Elle l'avait vu. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux bruns sondant les miens comme si elle essayait de résoudre un problème bien trop grand pour son petit cœur. Puis elle a posé la question qui a tout changé. Maman. Sa voix était toute petite. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas un garçon? Je me suis figé pendant une seconde. Je ne pouvais plus respirer. Que veux-tu dire, ma chérie? Elle a pointé la photo du doigt. Papy et mamie, ils préfèrent les garçons de tonton Marc. Sa voix est devenue encore plus faible. Est-ce que c'est parce que je suis une fille? Puis, elle a prononcé la phrase que je n'oublierai jamais pour le reste de ma vie. Est-ce que je devrais commencer à me comporter comme eux? Quelque chose en moi s'est brisé. Mais ce n'était pas une dépression. C'était de la clarté. Une clarté pure et douloureuse. Pendant des années, je m'étais dit que je tolérais mes parents pour Léa. Je m'étais convaincu que si je continuais à payer leurs factures, à maintenir la paix et à rester la bonne fille, je la protégeais. Je pensais que je la préservais de leur cruauté. Mais, assise là, en regardant ma petite fille se demander si elle devait changer ce qu'elle était juste pour être aimée, j'ai réalisé que je m'étais menti à moi-même. Je ne la protégeais pas. Je l'entraînais. Je la formais exactement pour la même douleur. C'est le piège invisible dans lequel tombent les survivants. Nous construisons une prison avec des murs invisibles et ensuite, nous donnons les plans à nos enfants. En restant liés à des gens qui me traitaient comme un déchet, en payant pour leur affection, en tolérant leur manque de respect, j'enseignais à Léa que l'amour a un prix. Je lui apprenais qu'elle devait passer une audition pour trouver sa place dans sa propre famille. Je lui apprenais qu'être ignoré était normal. Que si quelqu'un vous traitait comme une option, vous deviez travailler plus dur pour devenir sa priorité. J'étais en train d'élever la prochaine personne soumise, la prochaine complice, la prochaine femme épuisée qui confondrait sacrifice et amour. Et soudain, j'ai su quelque chose avec une certitude absolue. Si je cédais maintenant, si je payais ce prêt immobilier, si je m'excusais auprès de mes parents, je dirais à ma fille, oui, c'est acceptable. C'est à ça que ressemble l'amour. Nous devons juste faire plus d'efforts. Et j'ai refusé. J'ai absolument refusé. J'ai doucement pris l'iPad de ses mains et je l'ai éteint. L'écran est devenu noir. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, mon bébé, ai-je dit. Ma voix semblait plus forte que ce que je ressentais. Ce n'est pas parce que tu es une fille. J'ai dégluti difficilement. C'est parce que ce sont des gens brisés et que nous avons fini d'essayer de les réparer. Je l'ai attiré sur mes genoux et je l'ai serré plus fort que je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux. Nous sommes suffisantes, ai-je chuchoté. Juste nous deux. Nous sommes tout ce dont nous avons besoin. Et juste comme ça, la culpabilité a complètement disparu. L'hésitation s'était envolée. Parce que maintenant je comprenais que je ne me battais plus seulement pour ma propre dignité. Je me battais pour l'avenir de Léa. La chaîne toxique s'arrêtait avec moi. Je ne permettrai pas à ma fille de grandir et de devenir comme moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai arrêté de penser comme une fille. J'ai commencé à penser comme une responsable logistique. Ça a l'air froid, mais honnêtement, ça m'a sauvé. Dans mon travail, si une chaîne d'approvisionnement continue de perdre de l'argent et de produire zéro valeur, on ne pleure pas dessus. On y met fin. On restructure. On protège l'entreprise. J'ai décidé de traiter ma relation avec mes parents de la même manière. Non pas comme un drame familial tragique, mais comme une unité commerciale défaillante qui devait être fermée. Je me suis assise à la table de ma cuisine, mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes à côté de moi. Pas de larmes, pas de discours dramatiques, juste des décisions. Je n'ai pas appelé maman. Je n'ai pas envoyé de SMS à Marc. J'ai d'abord appelé la société de leasing automobile. Le SUV de luxe noir de papa, celui avec les sièges en cuir qu'il jugeait indispensable pour son mal de dos. Légalement, ce véhicule était à moi. J'étais la locataire principale. Lui n'était que l'homme qui le conduisait jusqu'au terrain de golf pendant que je prenais les transports en commun pour aller travailler. J'ai besoin de confirmer la restitution volontaire, ai-je dit à l'agente. Ma voix était calme et professionnelle. Elle a fait une pause. Madame,
nous pouvons vous proposer un report de paiement si vous traversez des difficultés. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine le même mur de briques que je fixais depuis des années. Je ne traverse pas de difficultés, ai-je dit. J'y vois enfin clair. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis je lui ai donné l'adresse de mes parents à Neuilly-sur-Seine. L'équipe de récupération peut venir le chercher n'importe quand après 8h30. Elle m'a mis en garde contre les pénalités, les recouvrements, les soldes impayés. J'ai accepté chaque conséquence, car la paix valait bien plus que les pénalités. J'ai confirmé l'intervention. Puis j'ai barré le SUV de ma liste. Ensuite sont venus les services publics, l'électricité, le gaz, Internet. Même le bouquet de chaînes premium dont Marc affirmait qu'ils avaient besoin. Chaque compte portant encore mon nom. Chaque fil caché me rattachant à leur confort. Un par un, je les ai clôturés. À chaque fois qu'on me demandait, souhaitez-vous transférer le service à un autre nom? Je répondais fermement, non. Laissez-les être éligibles par eux-mêmes pour une fois. Puis est venu l'email. Je l'ai réécrit 3 fois jusqu'à ce que chaque phrase semble définitive. L'objet était simple, restructuration financière, avis de résiliation. Aucune émotion, aucune supplication, aucune place pour la manipulation. J'ai déclaré clairement que le soutien mensuel de 2500 € était terminé. Le contrat du SUV était annulé. Les compteurs seraient coupés. La décision était finale et non négociable. S'ils avaient besoin d'aide, ils pouvaient contacter Marc. Quand j'ai cliqué sur envoyer, ça ne m'a pas fait l'effet d'une vengeance. Ça m'a fait l'effet d'une survie, comme un PDG sauvant une entreprise de la faillite. Pendant les 2 jours suivants, j'ai épluché 3 années de relevés bancaires. Non pas parce que j'avais besoin de preuves pour eux, mais parce que j'avais besoin de preuves pour moi-même. J'avais besoin de me rappeler que je n'étais pas folle. Je n'étais pas égoïste. Je n'étais pas cruel. Puis je l'ai trouvé. Un virement de 1300 € étiqueté médicaments pour le cœur. Je me souvenais parfaitement de cet appel. Maman en pleurs, papa paniqué. Ils avaient dit que la mutuelle ne couvrirait pas. Ils avaient dit que c'était urgent. Ils avaient dit qu'elle avait besoin de moi. J'avais envoyé l'argent immédiatement, mais il n'est jamais allé à une pharmacie. Il est allé directement à Marc. Et sur l'Instagram de Marc, il était là. Un avion télécommandé flambant neuf, un jouet à 200 € posté le jour même. La légende disait, « Merci papa pour ce cadeau génial. » J'ai simplement fixé l'écran. Ils avaient simulé une urgence médicale. Ils avaient utilisé ma peur de perdre ma mère pour acheter un jouet à mon frère. C'était fini. Le peu de culpabilité qu'il me restait a volé en éclats. 2 jours plus tard, mes parents ont débarqué devant ma porte. Ils avaient une mine affreuse. Le SUV n'était plus là. Le vernis du country club avait disparu. L'image parfaite se fissurait. Pour la première fois de ma vie, ils ressemblaient à des gens confrontés aux conséquences de leurs actes. Ils m'ont supplié. Ils ont pleuré. Ils ont dit que la saisie immobilière approchait. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide. J'ai posé une seule question. Pourquoi Marc ne vous aide-t-il pas? Silence. Bien sûr qu'il avait refusé, car les enfants rois se sacrifient rarement. Ils ne font que recevoir. Puis maman a réessayé. Le problème cardiaque. Cette voix tremblante. Cette manipulation familière. J'ai marché jusqu'à la table et je leur ai tendu les relevés bancaires imprimés. La preuve. La preuve froide et indéniable. Leurs visages ont changé instantanément. Pas d'excuses, pas de comédie, juste le silence. Vous n'aviez pas vraiment besoin d'aide, ai-je dit d'une voix calme. Vous aviez besoin de mon argent. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Vous avez utilisé ma peur de vous perdre pour financer les jouets de Marc. Personne n'a nié. Parce qu'il ne le pouvait pas. J'ai lentement ouvert la porte. Et tout aussi lentement, je l'ai fermée. Puis je l'ai verrouillée pour de bon. Leur vie confortable s'est effondrée en quelques semaines. La maison a fini par être vendue aux enchères. Ils ont emménagé dans un petit appartement exigu. Marc ne les a pas hébergés. Bien sûr que non. Les parasites nourrissent rarement d'autres parasites. Je les ai tous bloqués.
Pas par colère, ni même par vengeance. Mais parce que la paix coûte cher, et j'étais enfin prête à payer pour la mienne. 6 mois plus tard, nous avons fêté le 7e anniversaire de Léa. Et pour la première fois, on se sentait comme une vraie famille, avec des amis, des voisins, des gens qui étaient présents parce qu'ils nous aimaient, pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Les rires remplissaient l'appartement. Les bougies brillaient. Léa a souri toute la journée. Pas de déception. Pas d'attente près de la fenêtre. Pas de doute sur son importance. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, j'ai ouvert mon application bancaire. Il y avait un dernier dossier encore là. Il était nommé un maman et papa. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis je l'ai supprimé. Et je ne peux pas expliquer à quel point je me suis senti légère, comme si j'avais porté des briques dans ma poitrine pendant des années et que je les avais enfin posées. Je n'ai pas perdu une famille. Je me suis échappé de quelque chose qui prétendait en être une.